Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du chapitre 3 qui porte sur les transferts d'énergie. Dans la première capsule, il a été question de la définition de l'énergie. Nous avons donc vu ce que c'était l'énergie. Nous avons défini également le concept de chaleur en lien avec le concept de température. Et finalement, nous avons vu les trois systèmes possibles. Dans cette deuxième capsule, il sera question de la calorimétrie et nous allons regarder comment résoudre des problèmes qui mettent en jeu le principe de transfert d'énergie. Tout d'abord, qu'est-ce que la calorimétrie? La calorimétrie, c'est la science expérimentale qui permet de mesurer les variations de température qui se produisent lors de différents phénomènes chimiques ou physiques. La calorimétrie tient son nom du mot calor, un mot latin qui veut dire chaleur. La calorie est également l'ancienne mesure de la quantité de chaleur. En fait, une calorie, c'est l'énergie nécessaire pour augmenter la température de 1 degré Celsius de 1 gramme d'eau. Aujourd'hui, on utilise plutôt le joule. Pour faire la conversion entre les deux, on sait qu'une calorie est égale à 4,18 joules. Cette valeur de 4,18 joules, qui est donc l'énergie nécessaire pour augmenter d'1 degré Celsius la température de 1 gramme d'eau, c'est une valeur importante. On va y revenir un peu plus tard dans la capsule. Sachez aussi que le joule étant une petite unité de mesure, nous allons plus souvent utiliser le kilojoule. Si nous revenons sur le principe de la calorimétrie, il est important de savoir que la calorimétrie se base sur le principe de la conservation de l'énergie dans un système isolé. Un système isolé, on l'a vu lors de la dernière capsule, c'est un système qui ne permet ni l'échange de matière ni l'échange d'énergie. Donc, lorsqu'on va faire des réactions qui mettent en jeu le principe de la calorimétrie, nous allons toujours faire ces réactions-là dans un système isolé. Donc, le principe de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie peut être transférée, elle peut être transformée, mais on ne peut pas ni créer ni détruire de l'énergie. Comme nous venons de voir le principe de la conservation de l'énergie en calorimétrie, nous allons poursuivre avec ce principe-là de transfert d'énergie. Alors, nous allons regarder les trois facteurs qui influencent le transfert d'énergie thermique entre deux systèmes. Le premier facteur, c'est la masse de la substance. Le deuxième facteur, c'est la variation de la température. Et le troisième facteur, c'est la nature de la substance. Ces trois éléments-là, quand on va les combiner ensemble, ça va nous donner notre formule qui va nous permettre d'aller calculer les transferts d'énergie qui se font entre deux systèmes. Mais avant, il est important de savoir que le transfert de chaleur ou le transfert d'énergie se fait toujours du milieu où la température est plus élevée vers le milieu où la température est plus froide. Lorsque l'on met nos trois facteurs qui influencent le transfert d'énergie thermique ensemble, on arrive à cette formule-là. C'est une formule très importante pour le chapitre 3. En fait, c'est une formule très importante pour l'ensemble du module 2 et nous allons l'utiliser vraiment à maintes reprises. Donc, la formule Q est égale à mc delta T. Vous avez normalement travaillé avec cette formule-là l'an passé en secondaire 4. Donc, nous allons reprendre la formule, donc la résolution de problème où vous l'aviez laissée en secondaire 4 et on va pousser notre étude et les possibilités d'utilisation de cette formule-là encore plus loin. Donc, il faut savoir que dans cette formule-là, Q représente la quantité de chaleur transférée et son unité est le joule. M représente la masse de la substance et son unité est le gramme. C représente la capacité thermique massique de la substance et son unité est les joules qu'on divise par des grammes fois des degrés Celsius. La capacité thermique massique, en fait, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'1 degré Celsius la température d'1 gramme d'une substance.
C est une valeur constante pour chaque substance, c'est-à-dire que l'eau, par exemple, possède une capacité thermique massique qui lui est propre, qui va être différente de la capacité thermique massique de l'alcool, par exemple. Tout à l'heure, on a vu la valeur de 4,18 justement joules qui correspondait à une calorie. Ben, c'est justement la valeur numérique de la capacité thermique massique de l'eau. Donc, le C de l'eau, qui est une valeur constante, nous allons utiliser 4,18 joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius. Euh, Tout à l'heure, on a vu nos trois facteurs qui influençaient le transfert d'énergie thermique. La capacité thermique massique représente la nature de la substance, puisque la valeur de C va varier selon la nature de la substance. Si je reviens à l'eau, qui a une capacité thermique massique, je vous disais, de 4,18 joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius, c'est une valeur qui est très élevée. La majorité des substances avec lesquelles on va travailler ont des capacités thermiques massiques beaucoup plus basses. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que l'eau a une capacité thermique massique très élevée? Ça veut dire qu'il faut fournir beaucoup d'énergie pour augmenter la température de l'eau. C'est pour ça, en fait, que sur la Terre, on dit que l'eau est un régulateur de température. Donc, les villes, par exemple, qui vivent près d'une grande surface d'eau, près d'un océan, vont avoir des températures plus stables entre le jour et la nuit. C'est l'inverse qu'on voit dans les déserts où il y a des températures beaucoup plus extrêmes entre le jour et la nuit. En fait, cette énergie-là qui est nécessaire, elle sert à briser les liaisons hydrogènes, les ponts hydrogènes qui existent entre les molécules d'eau. Donc ça, c'était pour notre deuxième facteur, la nature de la substance qu'on représente par la capacité thermique massique. Notre dernier facteur qu'on avait, c'était la variation de température, donc le delta T, qu'on va mesurer avec l'unité degrés Celsius. Donc, delta T, comme c'est une variation de température, ça va correspondre à la température finale de notre substance moins sa température initiale. Nous allons tout de suite commencer avec une première résolution de problème où on va appliquer la formule qu'on vient de voir, Q est égal à mc delta T. Alors, je vous lis l'exemple. Tu chauffes 1000 grammes d'eau afin de te faire cuire des pâtes. Si la température de l'eau passe de 25,0 degrés Celsius à 100,0 degrés Celsius, quelle quantité d'énergie l'eau a-t-elle absorbée avant que tu y mettes les pâtes? Première étape, nous allons, en lisant le problème, nous allons sortir les éléments importants qu'on a dans notre problème. Alors, premièrement, je lis qu'on chauffe 1000 grammes d'eau. Donc, 1000 grammes d'eau est donc la masse de ma substance. Donc, la masse de l'eau est égale à 1000 grammes. Je vais venir l'indiquer ici. Ensuite, on me parle de température. On me dit que l'eau passe d'une température de 25,0 degrés Celsius à 100,0 degrés Celsius. Alors, j'ai donc l'information sur ma variation de température qui correspond à ma température finale moins ma température initiale, qui correspond à 100,0 degrés Celsius moins 25,0 degrés Celsius. J'ai donc une variation de température de 75,0 degrés Celsius. Dans mon problème, c'est l'ensemble des informations que je possède. Mais je connais également une autre valeur puisqu'on me dit que dans mon problème, il est question de l'eau. Alors, je connais la capacité thermique massique de l'eau. Donc, C qui est égal à 4,18 et les unités, c'est des joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius. J'ai donc mes trois variables qui vont me permettre de trouver la quantité d'énergie que l'eau a absorbée avant que je lui mette les pâtes. Alors, la formule que nous allons utiliser est égale, donc Q est égal à M fois C fois delta T. Alors, la masse, j'ai 1000 grammes d'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau qui est de 4,18 joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius. Et je vais multiplier par la variation de température qui est de 75,0 degrés Celsius. Je vois avec mes unités que les grammes vont s'annuler.
les degrés Celsius vont s'annuler. Alors, mon unité pour Q est évidemment le joule et c'est l'unité qu'il me reste. Donc, si je fais le calcul, qu'est-ce que je vais obtenir avec ma calculatrice? Je vais obtenir 313 500 joules. Mais je regarde ici que ma plus petite valeur, en fait, la valeur qui contient le moins de chiffres significatifs, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir ma réponse pour garder 3 chiffres significatifs. Et en faisant ça, je peux donner aussi ma réponse avec des kilojoules. Donc, 313 500 joules. Si je l'arrondis, ça devient 314 000 kilojoules. Et j'ai la réponse que je cherchais. Alors, Q est égal à 314 kilojoules. Nous allons maintenant résoudre un deuxième problème. Alors, celui-ci se lit comme suit. Trouve la capacité thermique massique du verre, sachant que l'apport de 300 joules sous forme de chaleur à un échantillon de 75 grammes de verre donne lieu à une augmentation de 4,76 degrés Celsius de sa température. Nous allons procéder de la même façon. Donc, je vais regarder mon problème et je vais sortir quelle information, quelle valeur je retrouve dans mon problème. La première information, on me dit que l'apport de 300 joules sous forme de chaleur. Alors, cette information-ci correspond à Q. Alors, Q est égal à 300 joules. Ensuite, on me dit que mon échantillon a une masse de 75 grammes. Et finalement, que ceci donne lieu à une augmentation de 4,76 degrés Celsius de sa température. Comme on parle d'une augmentation, la valeur qu'on vous donne est directement le delta T. Donc, delta T est égal à 4,76 degrés Celsius. La question à laquelle nous allons répondre, c'est quelle est la capacité thermique massique du verre et les unités vont être les joules divisés par des grammes fois des degrés Celsius. Encore une fois, je vais travailler avec la même formule, donc Q est égal à MC delta T. Cette fois-ci, mon inconnu est C, la capacité thermique massique du verre. Donc, je vais diviser de mon côté droit C par la masse et la variation de température. Je vais faire la même chose du côté gauche avec le Q. Alors, ça va me donner C est égal à Q divisé par M fois delta T. Alors, Q, on a une valeur de 300 joules. La masse, on a une valeur de 75 grammes. Et la variation de température, elle est de 4,76 degrés Celsius. Je vous laisse faire le calcul. Faites pause quand même si vous ne voulez pas que je vous donne la réponse tout de suite. Alors, si vous avez fait le calcul, vous devriez être arrivé à une réponse de 0,84 joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius. C'est donc la valeur que l'on recherchait, qui est ici la capacité thermique massique du verre. Donc, pour augmenter la température de 1 degré Celsius de 1 gramme de verre, je dois lui fournir 0,84 joules. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre capsule. On est toujours dans la section 5 sur les transferts d'énergie. Mais en fait, là, on va se demander, est-ce qu'on peut prédire la température finale lors d'un mélange de deux substances à des températures initiales différentes? Je vous donne un exemple concret dans la vie de tous les jours. Imaginez que je veux me faire un café au lait. Pour faire mon café au lait, je vais prendre une certaine quantité de café chaud. Par exemple, je vais prendre une tasse, 200 millilitres de café chaud. Je pourrais prendre la température de mon café, 100 degrés Celsius, et je vais lui rajouter 50 millilitres de lait froid. Le lait froid sort de mon réfrigérateur où la température des aliments est à 3 degrés Celsius. Donc, en connaissant ces valeurs-là, est-ce que je serais capable d'aller mesurer la température finale que je vais obtenir pour mon café au lait?
Donc, ce que je vais regarder avec vous, c'est théoriquement comment on peut arriver à trouver une formule qui nous permettrait de prédire justement cette température finale-là. Alors, nous allons revenir avec notre principe de la première loi de la thermodynamique. On a vu ça dans la première capsule, en fait, au début du chapitre 3 ensemble. Alors, la première loi de la thermodynamique nous parlait de transfert d'énergie. Donc, la variation d'énergie, elle correspond à quoi? En fait, elle correspond à l'énergie absorbée qui correspond à l'énergie qui est dégagée. Donc, l'énergie qu'un système absorbe correspond à l'énergie qu'un autre système a dégagée. Comment on peut écrire ça maintenant qu'on sait qu'en chimie, l'énergie est représentée par la chaleur, qu'on représente par la lettre Q? Alors, on va représenter ça comme suit. Donc, Q pour chaleur, donc l'énergie dégagée, va être égale à l'énergie absorbée. Par contre, pour être capable d'établir une vraie égalité entre ces deux valeurs, on va venir mettre un moins devant le Q absorbé. En fait, c'est parce que l'énergie dégagée, comme elle est perdue par le système, cette énergie-là a une valeur négative. Donc, pour être capable d'avoir deux valeurs qui sont équivalentes, il faut toujours mettre un négatif devant une des deux valeurs. Précédemment, nous avons vu que Q est égal à mc delta T. Donc, nous allons pouvoir remplacer dans notre formule Q par mc delta T. Pour être capable de différencier le Q dégagé et le Q absorbé facilement, Q dégagé va devenir notre Q1 et Q absorbé va devenir le Q2. Donc, Q dégagé va devenir M1 fois C1 fois delta T1 qui va être égal à moins M2 C2 delta T2. Nous allons maintenant détailler un peu cette formule-ci. Donc, M1, C1. Delta T, nous savons que c'est température finale moins la température initiale 1. Dans ce cas-ci, il va y avoir une seule température finale. Parce que si on revient à mon exemple du café au lait, le café était très chaud, le lait était très froid. Quand je l'ai mis les deux ensemble, bien, mon café au lait a une seule température. Donc, ma température finale de mon système va être la même pour mes deux éléments. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai moins M2, C2 et delta T, ça va être température finale moins température initiale 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller distribuer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de mes deux parenthèses. Donc, je vais avoir M1C1 fois température finale moins M1C1 température initiale 1 qui va être égal à moins M2 fois C2 fois température finale. Moins va donc devenir 1 plus M2 C2 température initiale 2. Je vous rappelle l'objectif de la démonstration, c'est de savoir si on peut prédire la température finale lors d'un mélange de deux substances qui se trouvent à des températures initiales différentes. J'ai repris la dernière ligne qu'on vient de voir ensemble et notre but maintenant, ça va être de transférer les deux termes qui contiennent la température finale du même côté pour ensuite pouvoir aller isoler la température finale et avoir la formule qui nous permet de prédire cette température finale-là. Alors, température finale, je l'ai dans mon premier terme ici, alors je vais le garder du côté gauche. Alors, M1, C1, température finale. Je vais aller du côté droit maintenant. J'ai un deuxième terme avec température finale qui est négatif. Alors, je vais le transférer du côté gauche et il va devenir positif. Plus M2, C2, température finale. Maintenant, du côté droit, nous allons garder les deux termes qui ont la température initiale à l'intérieur. Alors, du côté gauche, j'avais un premier terme avec la température initiale. Il était négatif. En le déplaçant du côté droit, il va devenir positif. Alors, j'ai M1, C1, température initiale 1, plus mon dernier terme, M2,
C2, température initiale 2. Je vais ressortir de mon côté gauche mes deux températures finales. Alors, je vais les mettre à l'avant. Température finale, ça va me donner M1 fois C1 plus M2 fois C2. À droite, ça ne change pas. Donc, M1, C1, température 1 initiale, plus M2, C2, température initiale 2. Je vois que mon terme température finale est maintenant presque isolé. Donc, pour pouvoir l'avoir complètement seul de son côté, il va falloir que je prenne ce avec quoi il est multiplié et que je le divise de l'autre côté. Alors, je vais me retrouver avec température finale va être égale à M1 C1 température initiale 1 plus M2 C2 température initiale 2 et je vais diviser ça par M1 C1 plus M2 C2. Alors, cette formule-ci où nous avons isolé la température finale nous permet de prédire cette température finale-là lors d'un mélange de deux substances qui se trouvent à des températures initiales différentes. Cette formule-ci, elle n'est pas donnée dans votre liste de formules. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez l'apprendre par cœur et l'utiliser dans un problème où on vous demande la température finale. Ou sinon, vous pouvez partir du principe de la première loi de la thermodynamie. Donc, l'énergie dégagée, Q dégagée est égal à moins Q absorbé. Et partir de ça pour résoudre votre problème, ça fonctionne aussi. On va aller voir par la suite comment justement on peut utiliser ce principe-là. Le concept de transfert d'énergie entre deux systèmes qui étaient à la base à des températures différentes peut être illustré avec l'image que vous avez ici devant vous. Donc, si on regarde les deux béchers à gauche, on remarque que le premier bécher a une température initiale de 5 degrés Celsius et que le deuxième bécher a une température initiale de 25 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe si on va mélanger le contenu de nos deux béchers et qu'on prenait la température finale? Dans ce cas-ci, c'est un problème assez facile puisqu'en fait, on a deux fois la même substance et que visuellement, on voit quand même que nous avons le même volume pour ces deux substances-là. Donc, nous aurions la même masse pour ces deux substances-là. Alors, dans ce cas-ci, la température finale serait en fait la moyenne entre nos deux températures initiales. J'ai une température à 5, j'ai une température à 25 degrés Celsius. Alors, je peux facilement supposer que ma température finale, elle serait de 15 degrés Celsius pour l'ensemble de mes deux solutions qu'on aurait mélangées au point de départ, qu'on aurait mélangées ensemble. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, nous allons avoir des substances différentes, comme dans mon exemple à moi, le café et le lait, où nous pourrions aussi avoir des volumes, donc des masses différentes. Alors, ce ne sera pas toujours le cas, on ne pourra pas toujours faire la moyenne. Par contre, il y a un élément qui est toujours vrai et qui est important, c'est que la température finale va toujours être entre la température initiale la plus froide et la température initiale la plus chaude. Si j'avais mon café à 100 degrés Celsius et mon lait à 3 degrés Celsius, ben, il est impensable de penser que mon café au lait pourrait avoir une température plus élevée que 100 ou une température plus froide que 3 degrés Celsius. Alors, ça vous permet, quand vous avez le résultat final, vous avez calculé la température finale, de juger par vous-même si cette température-là, elle est plausible. Nous allons maintenant voir avec un exemple comment on peut appliquer la formule que nous venons de trouver ensemble. Cet exemple-là va comme suit. Un récipient A contient 300 ml d'eau à 20 degrés Celsius et versé dans un récipient B contenant 500 ml d'eau à 50 degrés Celsius. Si les récipients sont parfaitement isolés, quelle sera la température du mélange? Premièrement, la dernière phrase, elle est importante. Si les récipients sont parfaitement isolés, c'est ce qui va me permettre d'établir que la quantité d'énergie qui va transférer d'un récipient à l'autre, ben, elle va aller complètement, en fait, au deuxième récipient. L'énergie ne sera pas dissipée dans l'air. Donc, ce concept-là de système isolé est extrêmement important.
Nous allons procéder comme les autres problèmes, donc on va sortir quelle information nous avons pour commencer. Alors, on nous parle du récipient A qui a un contenant de 300 ml d'eau. Comme nous savons que la masse volumique de l'eau est égale à 1 g par millilitre, nous pouvons donc dire que si nous avons un volume de 300 ml, ce même volume-là aurait une masse de 300 g. Alors, la masse de notre récipient A est de 300 g. Ensuite, nous savons que la température initiale de cette eau, donc le récipient A, elle est de 20 degrés Celsius. Nous continuons avec la masse de notre récipient B. Donc, comme celui-ci aussi, c'est de l'eau, le 500 ml d'eau devient une masse de 500 g. Finalement, sa température initiale, elle est de 50 degrés Celsius. La capacité thermique massique de A et de B, puisque les deux sont de l'eau, elle est de 4,18 joules par gramme fois des degrés Celsius. Alors, nous allons utiliser la formule que nous venons de voir ensemble. Alors, la température finale est égale à la masse. On peut utiliser les A ou les 1, là, ça ne change absolument rien. Donc, masse de A fois la capacité thermique massique A fois la température initiale A, plus la masse B fois la capacité thermique massique B fois la température initiale B. Et nous allons diviser le tout par la masse A fois la capacité thermique massique A plus la masse B fois la capacité thermique massique B. Alors, ma température finale va être égale à 300 grammes multiplié par 4,18 joules par gramme degré Celsius fois 20 degrés Celsius plus 500 grammes fois 4,18 joules par gramme degré Celsius fois cette fois-ci 50 degrés Celsius. Et je vais diviser le tout par 300 grammes multiplié par 4,18 joules par gramme degré Celsius plus 500 grammes fois 4,18 joules par gramme fois degré Celsius. Nous allons maintenant aller faire le calcul pour trouver la réponse, donc la température finale de notre mélange. Alors, j'espère que vous avez fait le calcul avec moi et que vous avez obtenu la même réponse. Donc, la température finale est donc de 38,75 degrés Celsius. Comme je veux garder deux chiffres significatifs, ça va me donner une température finale de 39 degrés Celsius. Pour ceux qui auraient préféré utiliser le principe de la première loi de la thermodynamie, nous aurions pu procéder de cette façon-ci. QA est égal à moins QB. Donc, dans chacun des termes, QA et moins QB, je pourrais remplacer par la formule Q est égal à MC delta T et aller remplacer par les valeurs. Je vous écris ce que ça donne. Dans ce cas-ci, nous aurions pu simplifier à cette étape-ci la formule puisque le récipient A contient de l'eau et le récipient B contient également de l'eau. Alors, CA étant égal à CB, nous aurions pu les enlever de notre formule. Peu importe la méthode que vous utilisez, vous allez remarquer que la réponse va être la même. Donc, la température finale va être de 39 degrés Celsius dans les deux cas. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que la température finale, 39 degrés Celsius, se trouve entre les deux températures initiales, donc 39 degrés Celsius et entre 20 et 50 degrés Celsius. Donc, ça vient valider aussi la démarche que nous avons faite. Nous allons terminer cette capsule-ci avec un dernier exemple de résolution de problème qui utilise le transfert d'énergie.
Dans ce cas-ci, nous avons un forgeron qui porte la température d'un fer à cheval de 1,50 kg à 880 degrés Celsius. Puis, il le plonge ensuite dans un tonneau rempli de 10 kg d'eau à 15 degrés Celsius. La température de l'eau se stabilise à 30 degrés Celsius. En admettant que l'échange de chaleur se soit produit seulement entre l'eau et le fer, quelle est la capacité thermique massique du fer? Encore une fois, c'est important de savoir qu'on imagine qu'on est dans un système isolé, puisqu'on dit que l'échange de chaleur s'est fait uniquement entre l'eau et le fer. Cette fois-ci, comme nous cherchons, si on regarde la question à laquelle on veut répondre, c'est la capacité thermique massique du fer. Donc, nous ne pourrons pas utiliser directement la formule qui isole la température finale. Nous allons devoir faire la démarche au long. Alors, je vais reprendre mon problème au point de départ. Qu'est-ce que j'ai comme information? Tout d'abord, on me dit que le fer à cheval a une masse de 1,50 kg. Donc, la masse du fer, elle est de 1,50 kg. Kilo, c'est 1000 fois plus grand que gramme. Donc, ça va nous donner 1500 grammes. La température initiale du fer, elle est de 880 degrés Celsius. Ensuite, on nous dit que ce fer à cheval-là, nous le plongeons dans un tonneau rempli de 10 kg d'eau. Alors, j'ai la masse de l'eau, 10 kg, donc 10 fois 1000, ça va me donner 10 000 grammes pour la masse de l'eau. On nous dit que sa température initiale, elle est de 15 degrés Celsius. Et on nous donne également la température finale de notre mélange. Donc, la température finale de l'eau et du fer, donc notre système, elle est de 30 degrés Celsius. Finalement, une information qui n'est pas dite dans le problème, mais que je connais la capacité thermique massique de l'eau, qui est de 4,18 joules par gramme degrés Celsius. Avec l'information sur la température finale de notre système et la température initiale du fer et de l'eau, on peut aller calculer la variation de température pour nos deux éléments. Donc, la variation de température du fer va être la température finale moins la température initiale. Dans ce cas-ci, nous avons 30 degrés Celsius moins 880 degrés Celsius, ce qui va nous donner une température, une variation de température pour le fer de moins 850 degrés Celsius. Pour l'eau, nous avons donc la variation de température, toujours température finale moins température initiale. Alors, nous avons une température finale de 30 degrés Celsius, moins une température initiale de 15 degrés Celsius, ce qui nous donne une variation de température de 15 degrés Celsius. Nous allons partir de notre principe de la première loi de la thermodynamie qui nous dit que la quantité d'énergie que l'eau va absorber va être égale à la quantité d'énergie que va avoir dégagé le fer. Évidemment, je n'oublie pas de mettre le moins devant le Q fer, donc la substance qui, dans ce cas-ci, va dégager de l'énergie pour que mon équation, elle soit juste d'un point de vue mathématique. Alors, je vais détailler. Le Q de l'eau, ça me donne la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température de l'eau. Ça va être égal à moins la masse du fer multiplié par sa capacité thermique massique, multiplié par la variation de température. Dans ce cas-ci, notre inconnu, c'est la capacité thermique massique du fer, donc je vais isoler cette variable. Alors, le C du fer va être égal à la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température de l'eau, divisé par moins la masse du fer
multiplié par sa variation de température. Je vais remplacer dans ma formule les valeurs que nous avons obtenues. Donc, la masse de l'eau, nous avons 10 000 grammes multiplié par 4,18 joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius fois la variation de température de l'eau qui est de 15 degrés Celsius. Je vais diviser ça par la masse du fer. Donc, le fer était de 1500 grammes multiplié par sa variation de température qui était de moins 850 degrés Celsius. On voit que le moins qui est placé devant la parenthèse va être annulé par le moins qui est placé devant la variation de la température du fer, soit le 850 degrés Celsius. Et quand on fait le calcul, c'est ce qui va nous donner la réponse. Donc, on cherchait la capacité thermique massique du fer qui va avoir une valeur de 0,49 et les unités sont toujours des joules divisés par des grammes fois des degrés Celsius. C'est ce qui termine notre deuxième capsule du chapitre 3 et c'est ce qui termine également le chapitre 3 qui parlait d'énergie et de transfert d'énergie.